Alors, on a notre bébé. D'habitude, normalement, il devrait y avoir un système audio, mais ça ne marche pas. Pour vous réveiller un peu, que se passe-t-il à la première inspiration? Vous vous souvenez, on le voit, on le devine là, le point important, c'est que le bébé, il crie. C'est pas que un système simplement de sage-femme ou de truc de concierge. Le fait que le bébé crie, c'est super important. Que se passe-t-il? Alors, dès l'expulsion, en fait, les vaisseaux ombilicaux vont s'affaisser spontanément du fait d'une vasoconstriction hypercapnique. En fait, il y a une PCO2 qui augmente énormément. La PO2 et la PCO2 vont augmenter de façon très importante pendant l'accouchement. Le bébé est soumis à des très grandes modifications quand même vasculaires, enfin de composition gazeuse dans le sang. Il va être soumis à des importantes hypercapnies, mais d'habitude ça se passe sans problème. Sauf que à partir de l'expulsion, les vaisseaux ombilicaux s'affaissent spontanément du fait d'une hypercapnie ambiante et donc d'une vasoconstriction qui est en réponse. Et évidemment, ils ne peuvent plus du tout assurer l'oxygénation du fœtus. Donc la respiration est nécessaire. La respiration, elle va être traduite par ce premier cri. Le premier cri, il traduit le fait que la première respiration, l'inspiration et l'expiration, au moment, le cri c'est l'expiration, au moment a eu lieu. Cette qualité du premier cri, il y a un score, le score d'Apgar, qui est fait sur tout bébé qui naît à la première minute, à la 5e minute. Donc il va prendre en considération différents points, la couleur des téguments, la tonicité et la qualité du premier cri, puisque ce premier cri, il va, s'il est de bonne qualité, traduire que les premiers échanges gazeux ont eu lieu, la première respiration a eu lieu. On ne sait pas très bien pourquoi le bébé se met à ventiler. On pense qu'il y a probablement plusieurs stimuli, l'hypercapnie, mais aussi le refroidissement ambiant, des stimuli tactiles et douloureux peut-être. En tout cas, généralement, ça se passe bien. La première respiration a lieu. Que se passe-t-il? Comment elle a lieu, cette première respiration? Eh bien, regardons comment se passent donc les volumes, comment évoluent les volumes respiratoires en fonction donc des différences de pression. Ici, on a une augmentation, on a une contraction des muscles inspiratoires, donc lors de la première inspiration, on a une contraction des muscles inspiratoires. Cette contraction des muscles inspiratoires, elle va développer des pressions extrêmement importantes, aux alentours de moins 30, moins 40 mm de centimètres d'eau, pardon, pas millimètres de mercure, mais centimètres d'eau. Et à partir de moins 40 cm d'eau, on voit qu'il va y avoir une modification du volume. Donc ici, c'est l'augmentation, le premier volume inspiratoire. Ici, les pressions varient, et puis, enfin, diminuent petit à petit. Et là, on a mis en jeu des muscles expiratoires. Pour la première expiration, les muscles expiratoires doivent se contracter. Et évidemment, le volume expiré va être moindre. Ça, c'est le volume résiduel qui se constitue. D'accord ? À chaque inspiration, là, l'expiration, le volume résiduel va se constituer, puisqu'il y a du volume d'air qui va rester dans le poumon et qui va constituer ce volume d'air qu'on ne peut jamais expirer. Donc malgré la présence de surfactants, la compliance pulmonaire reste encore faible. Et donc il faut que le nouveau-né développe une très importante pression inspiratoire négative pour la première inspiration et également une importante pression positive pour l'expiration. Donc il y a à la fois mise en jeu de tous les muscles inspiratoires, mise en jeu des muscles expiratoires pour le premier cycle respiratoire. Le deuxième cycle, on a encore une importante pression négative à développer et pression positive, mais déjà moindre. Troisième cycle, et voyez, 40 minutes après le début de la respiration, eh bien, le système s'est mis en place et on n'a plus que, à peu près, nous, c'est 5 cm d'eau, à peu près qu'on développe à chaque inspiration et expiration. Et c'est le cas aussi chez le nouveau-né, après à peu près une demi-heure, une heure de vie en dehors du corps de la mère. Donc, se souvenir que le premier cri, il témoigne que la ventilation se met en place. Cette ventilation, elle va demander un effort extrêmement important au nouveau-né, avec une contraction extrêmement importante des muscles inspiratoires pour l'inspiration et des muscles expiratoires pour l'expiration. Que se passe-t-il au niveau du système cardiovasculaire? Puisque le système cardiovasculaire, il est très différent du système adulte, on l'a vu, et il faut aussi qu'il se mette en place. Alors, on va d'abord avoir le fait qu'il y ait une ventilation dans le poumon. Ça va augmenter bien sûr le volume pulmonaire, ça fait que les alvéoles commencent
On ne va pas atteindre la structure adulte tout de suite, bien sûr, mais les alvéoles commencent le tissu alvéolaire commence à se distendre et avoir une augmentation on n'a plus ces alvéoles collabées comme on avait pendant la vie fœtale. Donc en fait, ça va entraîner une très importante baisse de la résistance vasculaire pulmonaire, du fait de l'expansion alvéolaire, du fait aussi de la PO2 alvéolaire. Alors, pendant la vie fœtale, on a un tissu pulmonaire qui est en ambiance plutôt hypoxique. Et dans ces cas-là, il y a une vasoconstriction. Du fait qu'on a maintenant des échanges gazeux avec de l'air dans les alvéoles, l'ambiance dans le poumon, c'est plutôt d'avoir une PO2 élevée. Et donc, du coup, on n'est plus en atmosphère hypoxique dans le poumon. Donc, du coup, il y a une diminution de la vasoconstriction hypoxique qui est le fait du tissu pulmonaire habituel. D'accord ? Vous vous rappelez, les vaisseaux pulmonaires, quand il y a une hypoxie ambiante, ils vont plutôt se vasoconstricter. Là, on n'a plus d'hypoxie ambiante, donc ils ne sont plus vasoconstrictés. Donc, l'effet mécanique de l'expansion pulmonaire, l'augmentation de la PO2 alvéolaire, va faire qu'il y a une baisse très importante de la résistance vasculaire pulmonaire. Donc ça augmente la perfusion pulmonaire, il y a une augmentation considérable du débit sanguin pulmonaire et une chute des pressions systoliques et diastoliques dans la paix. Donc si on regarde au niveau du cœur, que se passe-t-il ? On a une augmentation ici du sang qui arrive dans l'oreillette gauche, ce qu'on appelle le retour veineux pulmonaire. On a au contraire une diminution ici de l'apport de sang par la veine cave inférieure, puisqu'on n'a plus l'apport du sang ombilical. Donc finalement, la pression dans l'oreillette gauche va augmenter, va être supérieure à la pression dans l'oreillette droite. Et ici, le foramen ovale, du coup, les deux membranes du foramen ovale, ce qu'on appelle les deux septa du foramen ovale, vont s'appliquer l'une contre l'autre, et le shunt va être obturé. Donc on a d'abord simplement une fermeture fonctionnelle, puis ensuite, au cours du temps, une fermeture anatomique. Et du coup, il n'y aura plus de mélange ici du sang de l'oreillette gauche et de l'oreillette droite. Ensuite, le canal artériel, il va se fermer aussi. Comment ? Eh bien, la PO2 devient élevée dans le canal artériel, puisqu'on a du sang riche en oxygène à ce moment-là qui va passer dans le canal artériel. Les prostaglandines 2, elles chutent, puisque le placenta n'est plus là, et donc ça va entraîner une vasoconstriction. Donc il va y avoir une augmentation aussi des résistances systémiques et diminution des résistances pulmonaires. Si vous regardez, ça va faire ce qu'on appelle un shunt gauche-droit, transitoire dans le canal artériel. Puis bon, bref, finalement, oubliez ça, il y a une fermeture anatomique avec une fibrose au final. Et pour le ductus venosus, lui, il n'est plus utilisé et donc aussi, il va se collaber et s'oblitérer. Alors, si on résume, on a d'abord à la naissance un déclenchement de la respiration. Ça va entraîner une expansion des poumons, une réduction des résistances vasculaires pulmonaires, une élévation du débit sanguin pulmonaire. Du fait de cette élévation du débit sanguin pulmonaire, il va y avoir une augmentation du retour sanguin pulmonaire vers l'oreillette gauche, et donc une fermeture du foramen ovale, et une fermeture progressive du canal artériel, dont tout le sang va passer du ventricule droit dans l'artère pulmonaire. Le point important, c'est que la fermeture des shunts, qui est capitale pour que le système cardiovasculaire se mette en place, en fait, il est secondaire à la ventilation pulmonaire. C'est la ventilation pulmonaire, c'est le fait que le nouveau-né ait cette première respiration, et puis que ça continue évidemment, et de façon correcte. C'est cette ventilation pulmonaire qui va faire que finalement le système cardiovasculaire va adapter le système adulte, et donc que les shunts fœtaux vont fermer. Donc, chez un nouveau-né, en fait, la priorité, c'est d'assurer la qualité de l'aération pulmonaire. Puisqu'a priori, secondairement, sauf s'il y a une malformation, bien sûr, mais si l'aération pulmonaire est bonne, le système cardiovasculaire va suivre. Donc, c'est hyper important. Et évidemment, on revient du coup sur ce qu'on avait dit au cours sur le surfactant. Si le bébé est prématuré, le risque, c'est que donc il n'y a pas assez de surfactant. Donc, vous avez vu, même en présence de surfactant, chez un nouveau-né normal, la première ventilation, c'est difficile. Il faut développer des forces musculaires importantes, inspiratoires et expiratoires. S'il n'y a pas de surfactant, c'est pire. Et donc, il y a un risque de détresse respiratoire. Et s'il y a une détresse respiratoire, eh bien, le système cardiovasculaire aussi va mal fonctionner. Donc, en fait, la priorité à ce moment-là, c'est d'assurer la ventilation, soit en donnant du surfactant, soit déjà en essayant d'accélérer, s'il y a une menace d'accouchement prématuré, accélérer la synthèse de surfactant chez le fœtus, ou bien, on n'a pas pu éviter la naissance, faire qu'on ait
donner du surfactant artificiel ou bien évidemment assurer une ventilation artificielle sous machine. Et donc le dernier schéma, maintenant on a le schéma final. Ici, plus de circulation placentaire bien sûr puisque le bébé est né. Et on a un poumon qui devient fonctionnel. Le fait que le poumon fonctionne, ça permet donc que le sang passe dans le poumon. Donc on a un retour dans l'oreillette gauche qui est important. On a moins de sang qui arrive par la veine cave inférieure. Et donc la pression dans l'oreillette gauche est supérieure à la pression dans l'oreillette droite. Fermeture du foramen ovale. Donc tout le sang qui revient du poumon va passer oreillette gauche, ventricule gauche, aorte. Et puis aller vasculariser. Donc c'est du sang riche en oxygène, il va vasculariser le cerveau et les différents organes. Pour ce qui vient de la veine cave inférieure, donc du sang veineux, eh bien, le foramen ovale est fermé, donc il va passer dans le ventricule droit. Ce qui vient du cerveau, le veine cave supérieur, va passer dans l'oreillette droite, ventricule droit. Tout ce sang-là passe dans l'artère pulmonaire. Et là, en fait, ce qu'on n'avait pas bien dit peut-être, on est passé rapidement, au niveau du canal artériel, que se passe-t-il ? Eh bien, on a ici une pression dans l'aorte qui devient supérieure à la pression dans l'artère pulmonaire. Donc dans un premier temps, on va avoir du sang qui va passer un petit peu de l'aorte dans l'artère pulmonaire. Mais en fait, le canal artériel, il se collabe, puisqu'il y a une vasoconstriction, c'est du sang riche en oxygène, et en fait, il y a une vasoconstriction liée à l'augmentation de la pression partielle en oxygène. Il y a aussi une chute des prostaglandines, donc il se collabe, et donc finalement, tout le sang de l'artère pulmonaire, le canal artériel devient non fonctionnel, bien sûr, et donc tout le sang de l'artère pulmonaire va aller dans les poumons et va continuer, donc évidemment, à jouer sa fonction d'oxygénation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?